Jack Kerouac est sans doute un des plus grands écrivains américains. Il est la figure emblématique de la Beat Generation. Et notre Jack, là, ou plutôt devrais-je l'appeler Jean-Louis, est celui qui inventa un genre cinématographique à lui tout seul. Enfin presque, hein, c'était pas Superman non plus. Je parle évidemment des road movies, dont je ne connais pas l'équivalent en français, des films de route peut-être, comme Easy Rider, Las Vegas Parano ou encore Thelma et Louise. Et c'est notamment principalement grâce à une œuvre d'une spontanéité déconcertante qu'il s'est fait connaître. En plus, Monsieur Talent, là, il a écrit la dite œuvre sur un seul et même rouleau de 35 mètres, pour ne pas s'embêter à remettre une feuille à chaque fois dans sa machine à écrire. Et il scotchait les feuilles les unes aux autres et il écrivit en seulement 3 semaines son roman phare, qui est évidemment On the Road, sur la route. Et ce rouleau-là peut d'ailleurs être vu comme la route qui ne s'arrête jamais. Là, vous vous dites peut-être, enfin j'en sais rien, je suis pas dans votre tête, mais peut-être quand même que vous vous dites, mais voyons Maëlys, que diable vient faire Jack Kerouac sur ta chaîne? Ce à quoi je vous réponds, mais Kerouac. Ce nom ne vous sonne pas quand même vachement breton à l'oreille? Eh bien si, puisque Kerouac est un descendant d'un officier breton qui immigra au Québec aux alentours des années 1700 et quelques. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de son ancêtre breton au Québec au XVIIIe siècle. On parlera ensuite de la vie de notre Jacques national et on essaiera de comprendre comment son style d'écriture fut quelque part influencé par l'histoire de sa famille et de ses ancêtres bretons. Mais petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'ai bien conscience que de parler d'un auteur aussi misogyne que l'était Kerouac peut poser problème. Lorsque j'ai lu Sur la route en breton, donc à Rognante, j'ai moi-même été profondément dérangée par l'image qu'avaient les femmes dans ce récit. Elles sont souvent reléguées à des rôles secondaires, désignées uniquement comme des objets de désir ou des figures de soutien, sans grande profondeur psychologique ou d'autonomie. Elles ne semblent souvent être là que pour une chose, pour servir les besoins des hommes, que ce soit pour l'aventure, le sexe ou juste pour le réconfort. Mais il n'empêche que Jack Kerouac a fait beaucoup pour la littérature et comme c'est un breton très connu à travers le monde, j'avais le sentiment que je devais tout de même parler de lui au moins une fois sur ma chaîne. Puis franchement, au fond, je pense que Jack Kerouac, c'était un peu un pauvre type. Il a quand même vécu les 3/4 de sa vie alcoolique, drogué dans l'appartement de sa mère où il vivait à ses crochets. Donc bon, voilà quoi. Pendant mon petit générique habituel, je vais vous lire un petit extrait de son roman Sur la route. Bah oui, j'aime bien varier un peu quand même pour que vous ne vous lassiez pas. Et abonnez-vous. Les seuls gens vrais pour moi sont les fous, ceux qui sont fous d'envie de vivre, fous d'envie de parler, d'être sauvés, fous de désir pour tout à la fois. Ceux qui ne baillent jamais et qui ne disent jamais de banalité, mais qui brûlent comme des feux d'artifice extraordinaires, qui explosent comme des araignées dans les étoiles, et en leur centre, on peut voir la lueur bleue qui éclate et tout le monde fait waouh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maëlys et si vous êtes fraîchement débarqué ici, je vous propose du contenu local pour tout ce qui touche de près ou de loin à la Bretagne. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram où forcément je propose du contenu quasiment quotidiennement. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en faisant un petit don financier sur Tipeee. Les mouvements de certains Bretons vers le nouveau continent et notamment la Nouvelle-France qui a pour capitale Québec commencent pendant le XVIe siècle. Les Bretons souhaitent fuir la misère qui ronge le pays et certains colons sont envoyés par la France pour peupler la Nouvelle-France. La Bretagne, terre maritime, voit une partie de ses habitants partir en mer. Je pense bien sûr aux marins, aux pêcheurs et aux commerçants, qui, attirés par le flouze et par les perspectives économiques comme la pêche à la morue et le commerce des fourrures. Il s'installe petit à petit de l'autre côté de l'Atlantique. Et en parlant du commerce de fourrure, c'était d'ailleurs apparemment une des activités de l'ancêtre de Jack Kerouac, qui s'installa en Nouvelle-France certainement en 1726. Ah, François Urbain Le Bihan de Kerouac, l'ancêtre, un véritable modèle de vertu. En 1727, il quitte Huelgoat en Bretagne, mais pas pour une aventure héroïque, non, mais plutôt pour fuir la justice, car il est accusé d'escroquerie et au passage de viol. Une fois en Nouvelle-France, il continue ses petites magouilles alternant entre succès et misère. Mais officiellement, il fait dans le commerce de fourrure. Monsieur change d'identité et de lieu comme de chemise, il était voyageur quoi. À l'époque, les voyageurs transportaient les fourrures des postes de traite jusqu'aux entrepôts de Québec, Trois-Rivières ou de Montréal. Au fil du temps, il devient commerçant, ce qui expliquerait peut-être pourquoi on l'appelle marchand aujourd'hui, et également négociant. Et ce jusqu'à sa mort en 1737, où il laisse une veuve criblée de dettes et 3 gosses à charge.
Sympa le bougre. Mais surprise, ses enfants ont une descendance florissante, incluant Jean-Baptiste Kerouac, puis Léo Kerouac, qui épouse Gabrielle Lévesque en 1915. Et voilà comment on arrive à Jacques Kerouac, le héros de la Beat Generation. Jacques naît en 1922 de l'union de Léo Alcide Kerouac, imprimeur, et de Gabrielle Ange Lévesque, appelé Mémère par le petit Jean-Louis Kerouac, surnommé Tijan par sa famille. Le joual, qui est un dialecte du français québécois, est sa langue maternelle. Il perd son grand frère Gérard alors qu'il n'a que 4 ans, et cet événement le marquera forcément à vie. Traumatisme qu'il partage dans le roman Vision de Gérard, publié en 1956. Et il n'apprend l'anglais que lorsqu'il entre à l'école à l'âge de 6 ans. Il intègre une école anglophone à 9 ans, et il ne deviendra bilingue en anglais qu'à l'âge de 15 ans. Langue qu'il maniera à la perfection vu l'incroyable destin d'écrivain qui l'attendait. Son père étant imprimeur, il fréquente le milieu littéraire et culturel de sa ville natale, qui est Lowell, dans le Massachusetts, vers l'âge de 13 ans, âge auquel il a déjà commencé à écrire plusieurs chroniques. Et une phrase dans la bouche de son père le marquera à vie. Celui-ci n'avait jamais cessé de lui rabâcher « Surtout Tijan, souviens-toi que tu es breton ». Il se destinait à une carrière de footballeur, mais ne pouvant accéder à son rêve en 1941-42, il décide de commencer un long périple à travers les États-Unis en se dirigeant vers le sud, mais il passera quand même l'hiver à Lowell dans sa famille, schéma qu'il reproduira toute sa vie. Dans la foulée, et comme pour renouer avec ses origines bretonnes, il se la joue marin breton en embarquant sur le bateau, le SS Dorchester, mais il n'est que très déçu par cette expérience. Sauf que vu qu'il s'est engagé dans l'US Navy, il est un peu obligé d'y retourner. Il simule donc d'être complètement zinzin et est interné en hôpital psychiatrique pendant plusieurs semaines, afin de ne pas réitérer cette épreuve. Et c'est à ce moment-là et à New York que commence vraiment sa vie teintée de sexe, de drogue et de littérature. Il rencontre 2 autres auteurs fondateurs du mouvement de la Beat Generation, Allen Ginsberg et William Burroughs. Ensemble, ils écument les bars, vivent leur vie sexuelle plus qu'à fond avec des hommes et avec des femmes. Ils prennent de la drogue et refont le monde. Jacques perd son père en 1946 et cette même année, il devient de plus en plus l'homme que tout le monde connaît à présent. Il dévore des tonnes de livres, il part en virée, revient dans l'appartement de sa mère, repart en virée et prend de nombreuses notes sur ses différents voyages et road trip à travers les États-Unis. De Chicago à Denver en passant par Des Moines, Los Angeles ou encore la Nouvelle-Orléans. Et c'est à partir de ces notes qu'il écrit Sur la route du 2 au 22 avril 1951. Il contacte bon nombre d'éditeurs américains qui refusent tous de publier ce road trip littéraire, et ce jusqu'en 1957 où On the Road est publié pour la première fois. Mais ce que peu savent, c'est que Kerouac avait déjà publié, en 1950, un ouvrage de courtes nouvelles en français, appelé Avant la route, The Town and the City, dont une nouvelle portait le titre La nuit est ma femme. Au fil des années, il devient de plus en plus dépendant à l'alcool et aux drogues. Il part au Mexique, puis revient encore et toujours dans l'appartement de Mémère, où il fait de nombreux séjours et où notre grand gaillard, il vit littéralement un peu au crochet de sa mère. Au début des années 60, il s'éloigne petit à petit des autres auteurs de la Beat Generation, de plus en plus en quête de ses origines bretonnes. Il se sent trop différent d'eux et comme d'une autre espèce. En 1962 sort son roman Big Shore où il proclame « Mon nom est Lebris de Kerouac. Je vais enfoncer mes dents saines d'anglo-saxons dans la chair pitoyable des poissons. Je ferai mieux de me souvenir que les poissons parlent breton. » Et quoi de mieux que de se rendre directement sur place afin d'en savoir plus? En 1965, Kerouac souhaite partir à la recherche de ses origines bretonnes et se lance dans une chasse alcoolisée de celle-ci. En même temps, le contraire nous aurait étonnés. Tijan est persuadé d'être le fruit d'une noble famille bretonne et a une vision assez poétique et pittoresque de la Bretagne. Sauf que quand il débarque dans le Brest d'après-guerre, après avoir raté son avion à Orly et après avoir perdu ses bagages, il est loin de l'image romantique de la Bretagne. Déjà parce que Brest a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis forcément, pour faire dans le cliché, il pleut des trompes d'eau. Et donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Faire la tournée des bistrots. Bien sûr. Après la fermeture de ceux-ci, il erre dans les rues. On dit même que certains Brestois aperçurent, je cite, un espèce de cinglé avec un imperméable et un chapeau dans le brouillard d'un carrefour rue de Siam.
beuglant un Ave Maria avec une douzaine de matelots, chantant comme des anges tristes. Et ne sachant pas où dormir, que fait notre bon auteur? Il se rend dans un poste de police où les agents l'auraient conduit dans l'hôtel Bellevue, situé rue Victor Hugo. Le lendemain, Kerouac part rencontrer un éditeur et libraire nommé Pierre Lebris, du même nom que ses ancêtres. Il pensait alors retrouver un cousin. Ce ne fut pas le cas, mais il eut tout de même une espèce d'illumination, une satori qu'il décrira dans son court roman Satori à Paris, où il écrivait qu'il avait dû prendre un train de vacancier qui rentre au pays, quelque chose comme l'Atlantic Coast Line. Dans ce roman, il partage son idée fixe sur ses origines bretonnes. Jacques partira de Bretagne sans en connaître vraiment plus sur ses origines, malgré ses recherches aux Archives nationales de Paris. Mais nous, le grand public, on en saura un petit peu plus après sa mort. Et finalement, on saura qu'il n'était qu'un descendant d'un voyou des Monts d'Arrée. C'est un peu moins classe. Et revenu sur le territoire américain, il souhaitait refaire un voyage en Bretagne, projet qui n'aboutira finalement jamais. Après la publication de Satori in Paris, il entame une correspondance avec le chanteur et poète breton Jon Jernich, qui vivait aux États-Unis à cette période. Ces deux-là devinrent même très amis. Kerouac appelait le poète breton Cadoudal ou encore Jésus. C'était une marque d'affection et de reconnaissance, oui. Jean-Louis Kerouac meurt de la maladie de l'alcoolique, étonnant, d'un ulcère à 47 ans en 1969. Et pour conclure cette vidéo, bien que Kerouac n'ait pas directement abordé ses origines bretonnes dans ses écrits, il incarne une figure littéraire marquée par la richesse des influences culturelles et migratoires qui ont façonné son identité. Cet héritage breton, bien que discret, fait partie de ses racines profondes et a probablement nourri son attrait pour l'errance, la quête de soi et les cultures marginales. Des thèmes récurrents que l'on retrouve énormément dans ses œuvres. Et comme il le disait si bien dans son roman Sur la route, rien derrière et tout devant, comme toujours, sur la route. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine et je vous fais des beaux cueils et je vous dis, den dich trop!